Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Mathieu Plane. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons la bienvenue. Et vous allez nous parler aujourd'hui de l'avenir du Made in France entre souveraineté, enfin avec cette question souveraineté, compétitivité et transition. Donc, question à laquelle vous allez essayer de répondre, en tout cas de partager votre expertise. Pour vous présenter, donc vous êtes économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision à l'Observatoire français des conjonctures économiques, donc l'OFCE, qui est un centre de recherche en économie rattaché à Sciences Po Paris. Dans vos fonctions, vous participez à l'élaboration des prévisions économiques pour la France, en analysant conjoncture, politique fiscale et budgétaire, les finances publiques, l'investissement et le rôle des entreprises. Et puis vous enseignez également la politique économique et la macroéconomie à Sciences Po Paris et Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je précise également que vous avez été conseiller économique au ministère de l'économie et du numérique entre 2013 et 2014. Et vous publiez régulièrement des travaux, rapports, articles. Et je vais mentionner une publication toute récente qui peut sans doute intéresser nos auditeurs. Ouvrage qui s'intitule « L'économie française 2026 ». C'est un ouvrage qui fait partie de la collection La Découverte aux éditions Repères. Peut-être que vous pourrez détailler en fin de conférence le contenu de cet ouvrage. Voilà, je vous laisse sans plus tarder la parole, parce que vous avez plein de choses à nous dire. Et puis bien évidemment, alors petite précision, la conférence est enregistrée et vous aurez accès au support après la conférence. Voilà, très bonne conférence à tous et puis je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup pour cet accueil. Tout d'abord, bonne année, meilleurs vœux, effectivement. L'année commence sur les chapeaux de roue, comme vous pouvez constater. C'est très difficile de faire de la prévision, justement, en ce moment. Donc, gros sujet aujourd'hui, et j'ai beaucoup travaillé pour vous, en fait, sur la question du Made in France, qui n'est pas un sujet nouveau, mais qui a beaucoup émergé dans le débat public. Alors, comme ça a été dit en introduction, effectivement, j'étais conseiller du ministre de l'économie du numérique, mais aussi du redressement productif. C'était l'époque Arnaud Montebourg, voilà, qui était très ancré là-dessus, et donc avec la volonté de réindustrialiser la France, en tout cas, et de faire du Made in France une valeur importante, en tout cas, dans l'économie. Donc ça, c'était, je fais une petite introduction, mais c'était vu un peu comme marginal à l'époque, en réalité, alors qu'aujourd'hui, cette idée de retrouver une forme de souveraineté industrielle, économique, est beaucoup plus partagée politiquement. Et c'est intéressant. Le problème, c'est que voilà, politiquement, on a certainement pris un peu de retard. Je dirais tant mieux si c'est partagé. Mais justement, je voulais faire un bilan. Alors, vous allez voir, j'ai beaucoup d'informations, sûrement trop. Après, je partage cette information. Si vous voulez regarder tranquillement ces choses-là, il y a beaucoup de graphiques, de données. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. Ça me permet d'avoir un panorama. Tout ça, ça m'a permis aussi de construire ma réflexion pour cette conférence. Je sais que j'ai un peu j'ai autour d'une heure. Je crois qu'on a 1h30 au total, donc il y aura une séance de questions. Voilà, pour faire le tour de ces fameux sujets qui est Made in France, souveraineté, compétitivité, transition, parce qu'au fond, c'est vrai que c'est un sujet qui est à la croisée de plusieurs chemins. Au fond, quand on voit la Made in France, il y a une question bien sûr économique, mais désormais il y a aussi une question stratégique de la dépendance. Donc la question de la souveraineté, la compétitivité avec autour les politiques fiscales. Quelles mesures fiscales on prend pour les entreprises ou pas, et si on les prend, comment on les finance. Et puis il y a un sujet qui émerge, qui est très important, qui est la question désormais, comment on réconcilie industrie et transition énergétique. On a des objectifs climatiques qui sont assez clairs, voilà, qui nécessitent des efforts assez conséquents. Donc comment l'industrie peut y arriver. Moi je pense qu'on a besoin de l'industrie pour réussir ces objectifs justement. Mais on voit que dans un monde où tout le monde ne respecte pas les mêmes règles du jeu, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Et on voit qu'on est soumis à une compétition internationale extrêmement sévère, notamment avec les États-Unis et la Chine. Donc comment on peut tirer, nous, notre épingle du jeu? Donc, pour commencer, juste quelques petits points. En fait, vous allez voir, je vais vous montrer quand même quelques graphiques. Qu'est-ce qu'on appelle la désindustrialisation? Vous allez voir un peu après. En gros, on a un demi-siècle assez marqué de désindustrialisation. Alors, la bonne nouvelle, c'est que
la pente, elle a été assez vertigineuse, mais on est plutôt en bas de la pente. Ça ne veut pas dire qu'on a recommencé à remonter la pente, mais on a arrêté la chute. Alors, on prend ce qu'on peut prendre, hein. Voilà, je vous montrerai un graphique. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est revenu très fort sur la question autour de la désindustrialisation. Mais pourquoi c'est monté aussi fortement ? Et moi, enfin, c'est l'analyse, hein, c'est qu'en réalité, on a eu des chocs macroéconomiques de grande ampleur, au fond, hein, depuis maintenant plusieurs années, que finalement on a une mondialisation qui a été peut-être poussée à l'extrême et on voit que chacun des pays est en train de revenir dessus avec une montée forte du protectionnisme. Et il y a eu des crises, en fait, des crises qui ont montré aussi notre dépendance. Celle qui est marquée, il y en a deux très fortes récemment, hein, c'est la crise sanitaire qui a montré en fait notre dépendance à des chaînes de production. On a même eu toute l'histoire autour des masques, des respirateurs, certains médicaments, voilà, donc ce qui a été problématique, donc montrer qu'on est très dépendant en fait sur certaines chaînes d'approvisionnement, ce qui peut aussi créer du risque. Donc c'est pas qu'une question économique, hein, c'est qu'est-ce qui peut être stratégique aussi dans un pays. Et puis l'autre point qui était la crise énergétique, la guerre en Ukraine, c'est-à-dire la dépendance à l'énergie. Et on l'a vu, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fin 2022, la question c'était est-ce qu'on aurait assez d'énergie pour passer l'hiver, ou est-ce que finalement on risquait pas d'avoir des ruptures. Donc tout ça, ça aussi fait prendre conscience que, au fond, la mondialisation telle qu'on l'a connue, elle basculait. Et puis que l'industrie, c'est pas qu'une question économique aussi, c'est effectivement comment on protège nos intérêts, comment on peut être souverain sur certains secteurs, sachant que d'autres pays le font. Et on le voit en premier lieu, bien sûr, la Chine, hein, c'est très fort, qui ultra subventionne son industrie, et les États-Unis qui sont en fait très protectionnistes. Et l'Europe l'est beaucoup moins, en fait. Donc ça, c'est un deuxième point. Le troisième, c'est ce que je viens de dire, les tensions commerciales, le retour du protectionnisme. Et puis, on a aussi des éléments nouveaux, hein, qui placent cette question un peu au cœur du sujet, c'est la course à l'innovation. Et donc, on voit aujourd'hui la question de l'intelligence artificielle, qui est quelque chose d'important, la question des technologies vertes. On sait que le futur va être autour de ces choses-là, hein. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on délaisse complètement, l'ancienne industrie, mais on voit qu'on a des investissements extrêmement importants à faire de ce côté-là, et que si on a un leadership dans ces technologies-là, effectivement, c'est quelque chose qui permettra aux économies d'être performantes. Et dernier point, c'est l'impératif climatique. C'est, je sais pas, enfin, je pense que vous le savez, mais je répète juste ce chiffre-là, c'est qu'on est censé, si on respecte nos engagements climatiques, arriver en 2050 à ce qu'on appelle le zéro net carbone. C'est quoi le zéro net carbone ? C'est faire en sorte que en 2050, on n'émet pas plus de carbone qu'on en capte. On est neutre sur nos émissions de carbone. Je vous donne juste l'ordre de grandeur. Aujourd'hui, on passe en 2026. L'empreinte carbone d'un Français, en moyenne, c'est à peu près 9 tonnes de CO2 par an. Bon, en 2050, il faut qu'on soit à 2. D'accord ? Donc, vous voyez l'enjeu, hein. Alors la question, c'est est-ce qu'on va le respecter ou pas ? Moi, je pense que ça va être très difficile je pense qu'il faudrait le faire, mais ça va être difficile à respecter. Mais ça veut dire qu'il va falloir faire un effort qui est colossal. D'ailleurs, on parle de révolution industrielle, hein. Et si on regarde enfin, je fais un petit pas de côté là-dessus, parce que c'est important, je trouve. Si on regarde les choses, au fond, on s'aperçoit que ce qu'on doit faire sur le climat, et donc tenir cet objectif de zéro net carbone en 2050, donc en gros en 25 ans, c'est une véritable révolution industrielle, et c'est opérer une révolution industrielle en fait, qui est encore plus marquée que les deux révolutions industrielles d'avant. C'est-à-dire que les deux grandes révolutions industrielles, ça a été le charbon et le pétrole, d'accord ? Mais ça a pris 50 ans pour transformer la production, dans notre façon de vivre, de produire, le mix énergétique a pris 50 ans à être transformé. Là, il faut modifier complètement notre mix énergétique en 25 ans. C'est-à-dire que c'est une révolution industrielle, mais qu'on doit opérer 2 fois plus vite que les autres. Et sachant qu'on est... En réalité, c'est une révolution industrielle aussi qui n'est pas faite par le marché, parce que sinon, elle serait spontanément faite. Là, la chose, c'est qu'il faut l'imposer, en fait. Il faut l'imposer, parce que si les entreprises, si les consommateurs ne le font pas, c'est qu'il y a un coût économique, il y a un coût un peu compliqué de cette transformation, et donc, c'est comment on l'organise. Mais voilà, et donc l'industrie est au cœur de cette chose-là. Donc vous voyez les différents éléments, hein, qui peuvent expliquer pourquoi aujourd'hui la politique industrielle et le Made in France sont vraiment au cœur des sujets. Petit
peut-être de compréhension sur qu'est-ce qu'on appelle la désindustrialisation. Alors, il y a plein de façons de la mesurer, mais voilà déjà une mesure assez évidente, c'est regarder au sein de l'économie combien représente l'industrie. D'accord ? Et donc, ce que vous voyez là, c'est qu'en 1960, j'ai pris les 50 dernières années. Donc, c'est des données de l'INSEE, hein, c'est un graphique que j'ai fait hier. Vous voyez que la part de l'industrie, en 1975, c'est 22% du PIB. Et vous voyez que l'industrie a fait ça progressivement. Donc, on est passé de 22% à 12%. Vous voyez, l'industrie est à 12% depuis la décennie 2010. Et vous voyez qu'on est toujours autour de 12%. Ce que je dis, on a une chute qui est brutale, mais qu'on a stoppé la chute. Mais on est au point bas quand même. Donc, on n'a plus, l'industrie aujourd'hui, c'est 12% de notre PIB. Et si on enlève l'énergie et juste le manufacturier, on est même aujourd'hui à légèrement moins de 10% du PIB. Donc l'industrie aujourd'hui ne représente pas grand-chose dans le PIB. C'est ça la désindustrialisation, c'est qu'on a divisé par 2 le poids de l'industrie dans l'économie en 50 ans. Vous voyez qu'à l'inverse, qu'est-ce qui a augmenté en bleu clair ? C'est les services. En gros, on est passé de 40% de services marchands à 52%. Et si on rajoute les services publics, hein, donc le non marchand, vous voyez qu'on est à 70% de services. C'est ça la tertiarisation de l'économie. Hein. C'est le fait que progressivement, on a un poids de l'industrie qui diminue au profit des services. Alors, je ne vais pas faire le détail, l'agriculture aussi a beaucoup baissé. Hein. Vous voyez que l'agriculture, c'était 5% du PIB en 1975, et aujourd'hui, c'est à peu près 1%. Donc, c'est la transformation de l'économie. Elle est extrêmement violente, hein, en fait. Alors, et sur l'emploi, ça a des conséquences, ça. Ça a des conséquences. Sur l'emploi, pareil, je détaille un peu ces choses-là, c'est qu'en 1975, l'emploi industriel, c'est plus de 5 millions d'emplois en France. D'accord ? Vous prenez les mêmes chiffres aujourd'hui. Alors ça a remonté un petit peu, ça c'est la bonne nouvelle, hein, et je vais vous donner quand même quelques bonnes nouvelles. C'est que, vous voyez, vous avez une toute petite remontée, mais c'est déjà pas mal. Hein. C'est moins de 3 millions. Donc on a perdu plus de 2 millions d'emplois industriels en l'espace de 50 ans. Là, c'est l'emploi manufacturier, donc vous voyez que c'est même moins si on prend que le manufacturier. Et la part de l'emploi industriel, elle est passée de plus de 28% à peu près à 10%. Donc c'est, voyez, la transformation extrêmement brutale en fait de la société, mais y compris sur les emplois, sur la sociologie, sur plein de choses. Et donc on a une modification qui est profonde et qui est violente. Avec un autre effet, c'est que, et ça je ne vais pas le détailler, mais juste cette carte de France, qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre qu'en vert, c'est la part d'emplois industriels qui sont plus élevés que la moyenne nationale. C'est-à-dire que si vous regardez la part, en fait, il y a une intensité en emploi industriel qui est plus forte quand c'est vert. En rose, c'est l'inverse. Donc qu'est-ce que vous voyez ? C'est qu'en gros, les territoires qui ne sont pas des grandes agglomérations, globalement, ont plus d'emplois industriels. Vous voyez, regardez l'Île-de-France. Là, on voit le Rhône, autour des Bouches-du-Rhône, Marseille, là vers Bordeaux. Globalement, dans les grandes agglomérations, vous avez beaucoup d'emplois de services. En revanche, dans les unités urbaines de plus petite taille, vous avez en moyenne plus d'industrie. Ça veut dire que en fait, l'industrie elle est plus implantée sur les territoires que dans les grandes agglomérations, en moyenne. Donc quand vous perdez plus de 2 millions d'emplois, ce n'est pas uniforme. Vous ne les perdez pas de la même façon en Île-de-France ou dans certaines zones de territoire français, que ce soit le bassin lorrain, la Creuse, je ne sais pas, enfin, vous pourrez prendre plein d'endroits qui vont être beaucoup plus marqués. Donc effectivement, le choc social n'est pas le même selon aussi les régions. Donc réindustrialiser, c'est aussi important pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'au fond, les grandes agglos, elles ont surtout créé des emplois de services. Et aujourd'hui, les services, ils ne sont pas tellement dans les territoires qui sont moins attractifs. Alors voilà, ça c'est un autre point qu'il faut souligner pour montrer que ce n'est pas homogène, en fait, les effets de la désindustrialisation. Aussi, un autre point de cadrage, me semble important, c'est de dire, est-ce que c'est un phénomène franco-français ? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. C'est que là, vous voyez que ça, c'est la part de l'industrie dans les grands pays de l'OCDE. La plupart connaissent une baisse. Vous voyez. La seule exception, et encore ça baisse à la fin, c'est l'Allemagne. Mais l'Allemagne, aujourd'hui, a beaucoup de soucis. C'est une économie qui est extrêmement fragilisée par les chocs internationaux.
Et d'ailleurs, on commence à voir la baisse de la part de l'industrie allemande. Mais vous voyez que cette baisse-là, elle est quand même marquée un peu partout. Et donc, on a un phénomène de désindustrialisation des pays. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs dans la sémantique, c'est qu'on parlait des pays industrialisés. Par exemple, l'OCDE, les pays les plus avancés, on parlait des pays industrialisés. En fait, aujourd'hui, les pays avancés, ce n'est pas les plus industrialisés, au contraire. Et vous voyez que la France, ce n'est pas terrible du tout, parce qu'on est à peu près à 10%, ce que je vous ai montré sur le manufacturier, mais en fait, c'est à peu près équivalent aux États-Unis. C'est ça, les États-Unis juste un peu au-dessus, le Royaume-Uni est juste un peu en dessous. Par contre, c'est un peu moins bien que nos partenaires européens. Beaucoup moins bien que l'Allemagne, c'est 2 fois plus pour l'Allemagne, et c'est mieux au niveau de l'Italie. Bon, la France, voilà, fait partie de la fourchette basse quand même. C'est-à-dire que la désindustrialisation, on la voit à peu près partout, mais la France, c'est certainement un peu plus marqué et surtout le niveau est bas. Okay. Alors pourquoi il y a eu une désindustrialisation? C'est quand même la question qu'il faut se poser. Alors pareil, il y a des études là-dessus, hein, c'est pas si simple. Ça peut paraître simple, chacun son avis. Bon, l'idée des économistes, c'est de faire des études pour essayer de montrer certaines choses. Il y a eu plusieurs travaux. Et en fait, on identifie 3 facteurs. 3 facteurs qui expliquent toutes les pertes d'emplois liées à l'industrie. Alors la première, c'est à peu près un quart des pertes d'emplois. Et ça, j'allais dire, c'est peut-être la moins grave. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'externalisation. L'externalisation, ça veut dire quoi? C'est très simple. C'est que des emplois avant qui étaient contenus dans des grosses entreprises industrielles, aujourd'hui sont en fait réalisés par des prestataires de services. Par exemple, quand vous avez une grosse boîte industrielle, aujourd'hui, vous avez un prestataire juridique, informatique, comptable, pour faire le ménage, etc. Avant, c'était englobé dans les grosses boîtes industrielles. C'est-à-dire qu'en fait, ça, vous avez 25% des pertes d'emplois qui sont liées à la transformation. En fait, en gros, l'industrie s'est recentrée sur son cœur de métier. D'accord? Et donc, au fond, une partie des services va vivre grâce à l'industrie. C'est-à-dire que dans ces emplois-là, en fait, par exemple, je vous donne un exemple très simple. L'intérim, en France, c'est à peu près 800 000 emplois. Quand vous regardez les choses de façon un peu bête, l'intérim est classé dans les services. Sauf que les intérimaires, ils sont 400 000 à travailler dans l'industrie. Et ça, on dit que l'intérim est considéré comme l'emploi industriel, l'emploi de service. Or, alors qu'il y a 400 000 intérimaires qui sont dans l'industrie. Donc déjà, il faudrait redresser de ce genre de choses. Donc en fait, l'industrie est un client important pour beaucoup de sous-traitants, y compris des services. D'où le problème, hein, et c'est un point important, c'est que quand il y a un choc industriel sévère, vous avez toute une filière de sous-traitants qui est extrêmement marquée, mais y compris dans les services. Ce qui est beaucoup moins le cas de certains secteurs de services, en fait. Et pourquoi? D'ailleurs, plus les biens industriels sont complexes, plus il y a des chaînes de sous-traitants importantes. Et donc, si vous perdez une grosse boîte industrielle, vous ne perdez pas juste la grosse boîte, vous perdez aussi toute la chaîne de sous-traitants. Bon, donc vous avez un quart des emplois, donc des 2 millions, qui s'expliquent par l'externalisation. Et qu'il faudrait peut-être reclasser, en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas des vraies pertes d'emplois. C'est juste que ça a basculé sur l'organisation. Autre point, et ça vous le retrouvez partout, ça explique à peu près 30% des pertes d'emplois. C'est quelque chose d'assez particulier, peut-être un peu compliqué à comprendre. Mais au fond, plus on s'enrichit, plus les niveaux de vie augmentent dans les pays, plus on consomme des services. Et par exemple, aujourd'hui, vous allez acheter un téléviseur, mais vous allez acheter surtout des services avec le téléviseur. Pareil quand vous achetez un téléphone. Et même maintenant, les voitures, on va vous vendre des services avec la voiture. Et donc, le budget que vous consacrez à l'industrie, en fait, n'a pas tendance à augmenter. Ce qui augmente, c'est ce qu'on consacre aux services. Et donc, c'est ça. En fait, dans la demande globale aussi, aujourd'hui, la part de la consommation en direction des services est de plus en plus importante. Et on le retrouve ici, hein, vous voyez, sur la consommation ou l'investissement, très clairement, en fait, la part manufacturière a beaucoup baissé depuis les années 75. C'est-à-dire, y compris dans l'investissement des boîtes. Par exemple, quand les boîtes investissent dans le numérique, ce n'est pas de l'industrie, ce n'est pas des biens d'équipement. Ce n'est pas du matériel de transport. Donc la structure de la demande a changé. Elle change avec la hausse des niveaux de vie. Et donc, il y a une demande pour l'industrie qui, mondialement, a tendance plutôt à baisser avec la hausse des niveaux de vie. Donc ça, c'est 30% des pertes d'emploi. Ah oui, il y a autre chose aussi qu'il faut que je souligne. Un peu technique peut-être, mais au fond,
l'industrie, c'est aussi là où vous faites des gains de productivité. Pourquoi ? C'est parce que c'est là où c'est le plus capitalistique. Vous allez mettre des machines, des équipements, des technologies. Et en fait, la substitution, ce qu'on appelle substitution entre l'emploi et la machine, le capital, en fait, est beaucoup plus forte dans l'industrie que dans les services. Pourquoi ? Parce que c'est là que vous allez augmenter la productivité. Et donc, vous êtes capable de créer plus de valeur ajoutée avec moins de travail. Alors que dans les services, par exemple, si vous prenez les services à la personne, la restauration, voilà, tout ce que vous pouvez prendre, en fait, c'est très riche en emploi. Parce que vous ne pouvez pas substituer les gens. Pour s'occuper, pour la restauration, pour des salons de coiffure, vous pouvez prendre tout, des garagistes, etc. Vous avez besoin d'emplois de service. Vous avez des emplois et vous ne pouvez pas remplacer, ou difficilement, par des machines. Ce qui n'est pas le cas de l'industrie qui va se robotiser beaucoup. Et donc la robotisation aussi crée des gains de productivité, mais qui, au fond, font que vous pouvez créer de la valeur ajoutée avec moins d'emplois. Et donc ça crée... ça, partout, vous le retrouvez. C'est-à-dire que ces gains de productivité plus élevés dans l'industrie entraînent une déformation de l'emploi en direction des services au détriment de l'industrie. Mais au fond, c'est triste, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle, en fait. C'est-à-dire que des gains de productivité, c'est ce qui fait l'innovation, etc. Mais il y a eu un prix Nobel là-dessus récemment, Philippe Aghion, qui parlait de la destruction créatrice, qui est Schumpeter, c'est ça, quoi. Bon, peut-être qu'on est au bout un peu de ça, d'ailleurs, quand même. Mais bref. Donc, cette transformation sectorielle, elle s'explique. Et dernier point, et c'est peut-être là ce qui nous intéresse, c'est que, vous voyez, toutes les pertes d'emploi ne sont pas liées aux délocalisations ou la concurrence étrangère, mais selon les estimations, le dernier point qui sont la concurrence étrangère, l'émergence de la Chine, la concurrence allemande, etc., c'est entre 13 et 40% des pertes d'emploi selon les estimations. Donc c'est beaucoup, mais ce n'est pas les 100%. D'accord ? Ça reste beaucoup. Voilà quelques éléments. Alors, j'avais des éléments conjoncturels, mais je crois que je ne vais pas passer dessus parce que j'ai trop de choses à vous dire. Je reviendrai peut-être dessus dans les questions si jamais, on a le temps. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur l'industrie dans les points qui sont intéressants. Je vais vous montrer des graphiques, moi, qui je trouve assez marquants. Le premier, c'est que, comme je vous disais, essayer d'expliquer cette concurrence étrangère. On voit que beaucoup de pays sont désindustrialisés et donc ils se tournent vers quelque chose qui s'appelle le protectionnisme. On le voit, Trump en est l'illustration parfaite pour essayer de faire que l'emploi industriel américain ne se retrouve pas en compétition avec les autres industries du monde et notamment de la Chine. Et ce qu'on voit, c'est que, regardez, ce graphique-là montre bien ça, c'est qu'on a un retour très fort du protectionnisme. Alors c'est quoi ça, ce graphique, il montre chaque année au niveau mondial, d'accord, donc à l'échelle mondiale, de 2010 à 2024, en rouge, c'est le nombre de mesures protectionnistes, en bleu, c'est le nombre de mesures libérales. Donc en bleu, c'est les ouvertures au commerce, d'accord, donc les accords commerciaux d'échange. Voilà, le Mercosur en serait un. Et en rouge, c'est toutes les mesures qui sont des barrières au commerce mondial. Et ce que vous voyez, c'est que depuis 2019, vous avez une explosion des mesures protectionnistes dans le monde. Et on est passé, c'est quand même assez fascinant, d'à peu près 200 par an à plus de 1000 désormais. Donc là, le monde est en train de basculer dans un retour au protectionnisme assez sévère. En réalité, moi je pense que le libre-échange tel qu'il a existé, il est problématique, mais ça aussi c'est problématique. C'est quand même problématique. C'est-à-dire que si on rentre tous dans une guerre commerciale ultra-protectionniste, il va y avoir de la casse. L'idée du commerce mondial, à la base, ce n'est pas une mauvaise idée si elle est fondée sur des bonnes règles. Il faut que tout le monde respecte les mêmes règles et qu'il n'y ait pas de dumping fiscal, social, environnemental. Bon, là, il se trouve que l'Europe a été un peu naïve dans cette histoire. Un peu, j'allais dire, réagit. Elle réagit, il ne faut pas croire, elle réagit en réalité, mais elle réagit très lentement par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Et donc, on dit souvent, voilà, c'est les naïfs du monde, c'est effectivement les Européens. Parce que, pourquoi aussi, c'est que l'Europe s'est construite sur des règles qui sont justement pas du tout dans l'interventionnisme public. Elles sont fondées sur des règles de libre-échange et de concurrence. Ce qui va à l'encontre de ce qui se passe dans le monde.
Et donc l'Europe doit réagir pour se protéger face à ça et faire en sorte que les règles qui s'appliquent ailleurs s'appliquent aussi en Europe. Sinon, ça va poser quelques problèmes. Et le problème aussi qu'on a, c'est qu'on est, si je ne dis pas de bêtises, 28. Je n'en ai pas 28 maintenant ? 28, si, on est 28, oui. Et on est 20 dans la zone euro. Bon, il y a la Bulgarie qui est rentrée, je crois, dans la zone euro, mais donc, je crois qu'on est 28, pour être précis, pas plus 27, je crois qu'on est 28. Le truc, c'est qu'il faut se mettre d'accord aussi. Il faut se mettre d'accord sur des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. C'est un peu comme les repas de Noël. C'est sympa au début, mais ça se finit souvent mal quand vous êtes en famille, après quelques verres. Bon, et ben l'Europe, c'est pareil. On est content de se retrouver, mais vite, ça finit mal. Bon, non, la réalité, c'est ça. Quand on voit la prise de décision, enfin, que je ne soutiens pas du tout, hein, de Donald Trump, le truc, c'est qu'il y a une capacité d'action qui est énorme par rapport aux Européens, quoi. Quand il sort sa pancarte, là, avec ses droits de douane, bah, on est dans un film, quoi. Mais et il le fait, quoi. Il le fait. Enfin, c'est un argument de négociation. Vous imaginez Ursula von der Leyen faire ça? Non. Donc, bon, on n'est pas dans les mêmes rapports de force. Donc, c'est une grande question. C'est que la France, moi là, je vous parle du Made in France, mais en fait, une grande question, c'est le Made in Europe, hein. La France, aujourd'hui, on n'est pas grand-chose, hein, dans le monde. Alors, on a une puissance nucléaire, ce qui n'est pas rien. On reste quand même un exportateur important, je vous montrerai des choses, mais d'un point de vue, dans une guerre commerciale, on doit raisonner européen, quoi. Parce qu'on est aussi une zone commerciale importante, hein. On est, avec les États-Unis, la plus grosse zone commerciale au monde. Et on a des capacités financières. En réalité, et ça, je pourrais dire plein de choses là-dessus, mais l'Europe a des gros moyens. L'Europe a des gros moyens. Les États-Unis ont quelque chose qui est un gros avantage, qui est effectivement une très grosse armée, enfin voilà, militairement très puissant, mais aussi ils ont le dollar, quoi. On parle du privilège exorbitant du dollar, mais nous, l'euro pourrait devenir, si on construisait ça intelligemment, une forme de monnaie concurrente au dollar. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on exporte chaque année, enfin, exporter, c'est un grand mot, mais 400 milliards d'épargne qui va financer de la dette américaine en Europe. En fait, on a trop d'épargne par rapport à nos investissements. On ne sait tellement pas quoi faire de notre épargne qu'on va financer la dette américaine. Voilà. Quand vous avez ça, vous dites, oui, effectivement, il y a un souci. Il y a un souci. Donc, en fait, la question, on est omnibulé par les questions dette, mais notre question fondamentale, ça devrait être pourquoi on investit aussi peu, quoi. Donc, on va accumuler de l'épargne, mais à la fin, on sera les plus riches du cimetière, quoi. Donc, c'est pas l'idée, voilà. Alors, les Américains, c'est l'inverse. Ils vivent à crédit totalement. On ne sait même pas comment c'est. Enfin, est-ce qu'il y a une limite, justement, à un moment donné? Est-ce qu'ils ne seront pas rattrapés? Parce que sur le risque que peuvent présenter les États-Unis vis-à-vis des capitaux, etc. Mais ce qui fait qu'ils ne présentent pas beaucoup de risques, c'est que finalement, il n'y a pas de monnaie aujourd'hui concurrente réellement au dollar. L'euro pourrait l'être, mais l'euro, en fait, il faudrait avoir une dette européenne, en fait. Aujourd'hui, on a des dettes, on a une dette française, italienne, une dette allemande, et donc c'est trop segmenté, en fait, pour les marchés. Bon, ce que je veux dire, c'est que l'Europe a des moyens d'agir. Le problème de l'Europe, il n'est pas tant économique que politique, en fait. Autre point, je reviendrai sur ces choses-là, mais autre point, c'est que, comme vous pouvez voir, ou pas, parce qu'il est compliqué ce graphique, donc vous ne voyez rien, je pense. Même moi, j'ai du mal. La réalité, c'est quoi? C'est qu'ici, en rouge, c'est l'industrie, activité industrielle. Ici, c'est les services marchands. OK. Et donc, ça, c'est les sous-secteurs. Et en fait, là, c'est, en gros, ici, en bas, c'est le degré d'exposition internationale. Donc, plus vous êtes à droite, plus vous êtes exposé à la concurrence internationale. Et ce que vous voyez, c'est qu'en rouge, à part l'énergie, la production d'énergie, tous les secteurs industriels sont très exposés à la concurrence internationale. Vous voyez, et les plus gros, c'est la chimie, le textile et le transport, qui sont à 90% exposés à la concurrence internationale. À l'inverse, vous voyez, la construction, l'hébergement, restauration, c'est quasiment zéro. Bah, c'est sûr. En général, on n'est pas en concurrence avec les restaurants qui sont en Allemagne ou en Italie. Ou alors, on part en vacances. Ou alors, il faut un jet privé, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, en fait, on mange localement. Donc, ils sont en concurrence locale.
C'est pareil sur la construction, le BTP, il va se faire localement. Par contre, quand vous fabriquez une voiture, des produits chimiques ou des vêtements, des sacs, etc., vous pouvez les transporter partout dans le monde. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait les secteurs exposés, les secteurs abrités. Secteurs exposés, c'est les secteurs qui sont exposés à la concurrence internationale. Secteur abrité, c'est au contraire, vous n'avez pas ce problème de concurrence. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ce qui est en rouge, très clairement, c'est l'industrie. Et donc, la complexité de l'industrie, c'est effectivement de rester compétitif au niveau international. C'est beaucoup moins grave si vos restaurants ne sont pas compétitifs. Après, vous n'y allez pas. Ou il y en aura qui seront moins chers. Finissez au McDo si c'est trop cher. Non, je plaisante, mais vous pouvez arbitrer comme ça. Par contre, quand les Chinois ont décidé de vendre, peut-être pour des bonnes raisons, parce que les véhicules électriques chinois ont l'air très performants, mais inonder le marché, comment va réagir l'industrie française face à ça, quoi? Vous avez moins le risque sur la construction ou les restos. Ce qui n'empêche pas d'avoir des restaurants chinois en France. Mais ça reste la valeur ajoutée française. Ça, c'est intéressant. Quand on parle de PIB, c'est produit intérieur brut. Donc c'est ce qui est la valeur ajoutée qui est créée, la richesse créée sur le territoire. Peu importe l'origine des travailleurs ou des capitaux. D'accord? Donc c'est ce que vous créez comme valeur sur le territoire. En fait, le PIB, c'est le Made in France. C'est la valeur ajoutée qui est créée sur votre territoire. Alors, sur les taux d'export, comme vous pouvez voir, vous avez des éléments qui sont importants. Parce que, par exemple, l'industrie aéronautique, ferroviaire, navale, taux d'exportation, 78%. Industrie pharmaceutique, 72%. Métallurgie, 62%. Et l'ensemble de l'industrie manufacturière, 43%. Donc, voilà, c'est un secteur qui est très exposé à la concurrence internationale, qui va exporter beaucoup, donc qui est aussi dépendant de la demande mondiale. Ce qui va intéresser ces secteurs-là, c'est pas juste savoir si les Français vont acheter des avions. C'est savoir est-ce que le monde va continuer à acheter des avions, des Airbus, qui sont fabriqués en France. Enfin, d'ailleurs, ils ne sont pas fabriqués qu'en France. Je vous montrerai, c'est quand même notre principale force industrielle. Il y en a d'autres, mais voilà. Autre point, graphique compliqué aussi, donc je vais vous l'expliquer. C'est quoi? Ici, c'est la répartition des exportations françaises selon la taille des entreprises, d'accord, et les secteurs. En fait, en bleu, c'est l'industrie. Donc, en fait, ce que dit ce graphique-là, très simplement, c'est que 70% des exportations françaises sont réalisées par l'industrie. Donc, juste, rappel, l'industrie représente environ 10 à 12% du PIB français, mais fait 70% des exports. Et, encore mieux, 60% des 70%, donc la très large majorité des exportations, sont faites par des grandes entreprises ou des ETI, c'est-à-dire des grandes entreprises. Regardez, les PME, c'est tout petit en fait. Donc c'est très concentré. Et en fait, plus les industries, vous voyez, ça c'est pareil, la taille des secteurs industriels, en fait, a tendance à être beaucoup plus élevée dans l'industrie que dans les services. Donc c'est des grosses boîtes en fait. Et donc vous avez une grosse concentration des exportations dans quelques grandes entreprises. Et j'ai trouvé ce graphique-là, voilà, c'est l'INSEE qui le montre. Concentration des entreprises exportatrices, d'accord, dans le chiffre d'affaires global. Vous voyez que 50 entreprises françaises, 50, réalisent près de la moitié des exportations françaises. Et vous avez pourtant 180 000 entreprises qui exportent. Donc en gros, on est dépendant de 50 boîtes, quoi. Quelque part. Donc il faut quand même un peu les soigner aussi des fois. Voilà. Parce que le risque, c'est si elles délocalisent, vous perdez beaucoup. Alors moi j'aime bien ce graphique parce qu'il montre que le nombre d'entreprises exportatrices françaises a beaucoup augmenté. Ok, mais ça représente combien? J'en sais rien. Moi, si c'est que des toutes petites entreprises, c'est mieux que rien. Mais quand vous voyez que effectivement la concentration, ces 500 entreprises, elles font 3/4 des exportations. Voilà. Donc, et c'est pour ça quand on parle d'industrie et d'exportation, on essaye aussi de dire il faut que des boîtes qui sont performantes grossissent pour atteindre la taille critique, pour être sur les marchés internationaux. S'il faut une taille critique. Et donc c'est vrai que c'est important, c'est ce qu'on dit beaucoup avec l'Allemagne. Alors maintenant le modèle allemand est quand même remis en question, ce qu'on appelle le Mittelstand allemand. C'est quoi? C'est des ETI industrielles qui sont suffisamment grosses mais qui ne sont pas des énormes boîtes pour quand même exporter et qui sont spécialisées dans certains secteurs. Donc l'idée pour la France, c'est ça, c'est de faire en sorte que vous ayez des
des boîtes progressivement qui grossissent, qui deviennent ce qu'on appelle des licornes ou des ETI qui sont en capacité d'exporter pour prendre des parts de marché. Donc il y a tout le financement du coup de l'innovation derrière et comment faire pour que ces boîtes atteignent une taille critique pour être compétitives à l'export. Donc voilà, premier point, retour du protectionnisme. Deuxième point, attention, pose beaucoup de problèmes et comment l'Europe peut réagir face à ça. Et les exportations sont très concentrées sur quelques boîtes, en fait. Alors, justement, ça me permet de faire le lien avec la compétitivité et le commerce extérieur. Je vous donne beaucoup d'infos, hein, j'en ai plein, mais voilà, je pourrais faire tout jusqu'à demain, je pense. Là, c'est quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle les parts de marché. Les parts de marché, ça montre quoi? Ça, c'est de dire, regardez la part dans le commerce mondial, d'accord, de chacun des pays. Et donc, si je prends le cas de la France, donc la France est en rouge, vous voyez qu'en 2000, la France représentait 5% des exportations mondiales. Alors là, on parle d'exportation en biens. Il faut faire attention, hein, donc c'est les marchandises, c'est les biens. Mais il y a aussi maintenant les exportations de services. Et on est plutôt fort là-dessus. Et là, je suis juste sur les biens. Et vous voyez que ça représentait 5% de nos exportations. Désormais, on est plutôt à 3. Pardon. La France représentait 5% des exportations mondiales. Aujourd'hui, c'est plutôt 3. Bon, ça ne se rétablit pas, mais ça a arrêté de baisser. Bon, à un moment donné, en même temps, sinon on arrive à 0. Mais globalement, ce que vous voyez, c'est que je prends le Royaume-Uni, ils sont passés de 4 à 2. Le Japon, ils sont passés de plus de 7 à 3. Même l'Allemagne était à plus de 8, aujourd'hui elle est plutôt à 7. Et les États-Unis sont passés de 12 à 9. Qui est-ce qui reprend le tout? On est passé, la Chine, de 4 à 15. Donc la Chine a explosé le puzzle mondial. Donc voilà, en fait, ce qu'on subit, nous, en fait, beaucoup de pays en fait, se retrouvent un peu dans cette même situation. Donc chacun essaye de récupérer ce qu'il peut récupérer, au fond. C'est un peu, voilà, vous avez la Chine qui a finalement domine le marché mondial aujourd'hui, qui a pris des parts de marché à tout le monde. Tout le monde a perdu plus ou moins fortement et tout le monde essaie de limiter la casse. C'est ça, en fait, hein, le sauvetage, un peu de chacun. Bon. Autre point, alors ça, quand on prend biens et services, peut-être un chiffre qui est, entre guillemets, un peu rassurant quand même, c'est que si on prend les biens et services, donc ça c'est un chiffre de 2023, vous voyez qu'au fond, il y a trois gros pays qui sont assez loin devant. Premier, bien sûr, la Chine. Donc alors, la Chine est moins forte sur les services. Hein. Vous voyez, sur les biens, c'est 15% du commerce mondial. Si on prend biens et services, c'est plutôt 11%. D'accord? Bon, ils restent leaders. Les États-Unis, vous voyez, ils sont plutôt à 10%. L'écart États-Unis-Chine, il est moins important dès qu'on introduit les services, notamment tout le numérique. Voilà. L'Allemagne, impressionnant quand même. 6%, c'est-à-dire que l'Allemagne, ils sont 80 millions d'habitants, versus la Chine, on est à 1,5 milliard. Les États-Unis sont, je crois, 350 millions. Vous voyez, ils font plus de la moitié des autres. Hein. Donc en fait, rapporté par habitant, les Allemands sont les plus gros exportateurs du monde. La puissance exportatrice de l'Allemagne, elle est quand même assez frappante. Hein. C'est là aussi leur modèle est à la fois fort et fragile. C'est qu'ils sont extrêmement puissants dans leurs exportations, mais ils sont donc du coup très dépendants du marché des autres. Et que quand vous avez un choc international géopolitique, retour du protectionnisme, crise énergétique, bah, l'Allemagne, elle est en première ligne, hein, pour le coup, dans son choc. Donc c'est comment le modèle allemand va réussir à résister à ça. Et la France, demi-bonne nouvelle. En fait, on est, bon, après, il y a tout un peloton, mais aujourd'hui, on est 5e, juste derrière le Royaume-Uni qui a 3,5, nous on est à 3,4. Donc on est les 5e plus gros exportateurs quand même mondiaux. Vous voyez qu'on est devant le Japon, par exemple. Japon, bien service, c'est à 3. Pays-Bas, alors Pays-Bas, c'est beaucoup des banques, etc. Mais on est devant l'Italie aussi. Bon, donc tout n'est pas dramatique. C'est pas terrible, mais c'est pas dramatique. Rapporté au nombre d'habitants, faire 3,4% du commerce mondial sur les biens et services, c'est loin d'être si mauvais que ça. Autre point, alors celui-là compliqué, enfin, je vous ai mis que des trucs compliqués en fait. Je voulais vous tester pour voir si en 2026... Autre point,
ça c'est un argument, alors on n'en a pas beaucoup parlé, ça m'a donné une idée d'article du coup, en faisant ce graphique. C'est un peu compliqué, hein, je vous le dis tout de suite, c'est ce qu'on mesure, c'est pour mesurer la compétitivité. Ce qu'on appelle les indices de coût salaire unitaire. Alors ça c'est très technique, c'est quoi? Si on regarde à la fois le coût du travail et la productivité. Regardez le coût du travail sans regarder la productivité, ça n'a aucun sens, je vous le dis tout de suite. Si vous comparez combien coûte une heure travaillée en France par rapport au Portugal, par rapport en Slovénie, en Roumanie, en Chine, en Allemagne, etc., ça n'a aucun sens si vous ne regardez pas la productivité en face. Si vous êtes 2 fois plus productif qu'un autre pays, vous pouvez augmenter, le coût du travail peut être 2 fois plus élevé sans avoir de problème de compétitivité. C'est pour ça qu'on cherche à être productif en fait, et innovant. Bref, ce qu'on fait là, c'est un indice de coût salaire unitaire, ça s'appelle, qui est quoi? C'est-à-dire qu'on mélange cet effet du coût du travail plus l'effet de la productivité. Et donc, ce qui s'est passé, qui était un gros sujet, hein, jusqu'à 2013 à peu près, c'est on voit la performance allemande par rapport notamment à la France. Donc en jaune, c'est l'Allemagne, en bleu foncé, c'est la France, en bleu clair, l'Italie, et en rouge, l'Espagne. Ce que vous voyez, c'est que la décennie 2000, et ça commence même au milieu des années 90, de l'Allemagne, en fait, va améliorer énormément sa compétitivité prix. En gros, ils vont nous prendre 15 points en relatif, ce qui est énorme. Et pourquoi? Parce que l'Allemagne va faire les réformes Schröder, la modération salariale, et donc en fait, ils ont pris énormément de parts de marché comme ça, en cherchant des marchés extérieurs, et donc ils ont gagné en compétitivité. Et vous voyez que cette compétitivité coût, elle est très marquée. Et là, en fait, à partir de là, en fait, ça va être le début de la politique de l'offre, alors qu'il pose d'autres problèmes, je vais vous en parler. Mais malgré tout, ce qu'on voit, c'est que notre compétitivité prix, donc en bleu, en fait, a rejoint à peu près celle de l'Allemagne à la suite. C'est-à-dire que on ne se rend pas compte, mais les efforts qu'on a fait sur la politique d'offre, et d'ailleurs qu'il y a un coût budgétaire, hein, je vous en parlerai, c'est presque équivalent à ce qu'avait fait l'Allemagne sous les années Schröder et avant. C'est-à-dire qu'on a rétabli en fait le différentiel de compétitivité prix. Et on a même un deuxième effet qui se coule, c'est le bouclier tarifaire. Qu'est-ce que ça a fait? Alors c'est compliqué aussi, hein, c'est qu'en fait ça a tassé les prix, notamment sur l'énergie. Et en fait on a eu beaucoup d'inflation, mais on a eu beaucoup moins d'inflation qu'ailleurs en France. Et donc en relatif, aujourd'hui, si vous prenez depuis 1995, la compétitivité prix, le coût du travail rapporté à la productivité a moins augmenté en France qu'en Allemagne. Et vous voyez, on a tout rattrapé. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de dire on a un problème de compétitivité prix. Si on a un problème industriel, il est maintenant à chercher ailleurs. Si on continue là-dedans, je pense qu'on se trompe. Ou alors ça va être vis-à-vis de l'extérieur de l'Union européenne. Bon. Ça, c'est un point important parce que beaucoup ont encore en tête ça. Beaucoup de gens ont encore en tête le différentiel de compétitivité des années 2010. Sauf qu'il a été extrêmement... Parce que pourquoi? Je vous dis, voilà, on a la politique de l'offre, on a fait des efforts budgétaires énormes en fait. Hein. Il y a plus de 60-70 milliards de transferts pour baisser le coût du travail, pour baisser la fiscalité, l'impôt sur les sociétés, etc. Et en même temps, l'Allemagne, elle, à l'inverse, a augmenté le SMIC. On a eu des revalorisations salariales, etc. Et donc, on a eu une forme de reconvergence. Alors, petit point aussi sur les atouts, les faiblesses de la France. Je reviendrai sur cet aspect fiscal parce que je pense qu'il est important. Ouais, il me reste plein de trucs en fait. Juste quelques points. Les forces et les faiblesses. Alors, on a un déficit commercial. OK. Bon, je reviendrai là-dessus. Hein. Si on prend juste les biens, c'est à peu près 80 milliards en 2023. C'est un peu moins maintenant. Vous voyez que nos principaux petits sujets avec l'Allemagne. Alors, pourquoi je parle de l'Allemagne? Parce que c'est à la fois notre principal client, okay, mais notre principal fournisseur. Donc, tout ce qui se passe en Allemagne va nous toucher directement. Je regardais les exportations de la France vers l'Allemagne, ça représente plus que la somme des exportations françaises de la Chine et des États-Unis. C'est-à-dire qu'on exporte plus en Allemagne que ce qu'on exporte en Chine et aux États-Unis réunis. Donc on va être beaucoup plus dépendant de ce qui va se passer en Allemagne et de la demande allemande. C'est pour ça qu'on est très content que l'Allemagne relance sa machine. Hein. Quand ils annoncent 1000 milliards de plans de relance, on se dit super, les Allemands enfin vont relancer leur économie. Ça va faire une économie plus dynamique, donc plus de consommation, plus d'investissement, et donc ça fera plus d'exports français. Quand l'Allemagne a fait l'inverse, c'est-à-dire quand elle a tassé son économie pour reprendre la compétitivité, ce qu'on appelle la modération salariale, en fait, elle a tué sa demande interne, et donc ça a tué aussi nos exports. Et en plus, elle nous a pris des parts de marché. Bon, là, en fait, c'est important ce qui se passe en Allemagne. Juste, vous voyez que le deuxième client, c'est les États-Unis. C'est 50 milliards à peu près 5% de nos exportations en biens, et l'Italie est derrière. Voilà, juste derrière. Donc c'est vrai que
quand Trump met ses droits de douane, ça a un effet quand même sur certains secteurs industriels français. Alors c'est très localisé quand même. C'est par exemple, ça va être beaucoup les vins, les spiritueux, notamment. Alors il y a l'aéronautique, on exporte beaucoup de biens, mais là ils sont pas soumis aux droits de douane. Ça tombe plutôt bien s'ils en ont besoin. Bref, voilà. Donc nos principaux clients et principaux fournisseurs, vous voyez, c'est Allemagne, Chine et États-Unis. Et vous voyez que globalement, on a le leadership dans quelques secteurs quand même, au niveau mondial. Alors, on est très fort sur la boisson. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez. Et de loin. On met la pâtée à tout le monde là-dessus. Voilà. Et on est bon aussi. On boit beaucoup et on sent bon. Parfums et cosmétiques. Vous voyez aussi, on est fort. Non, sérieusement, vous voyez, c'est deux atouts. On représente 15% quasiment des parts de marché mondial sur la boisson, le parfum et cosmétique. Toute maroquinerie aussi. Vous voyez, on est deuxième mondial, donc c'est le luxe. Et l'autre point fort, c'est l'aéronautique et l'aérospatiale, où on est deuxième mondiaux. Derrière les États-Unis, c'est Airbus. Alors, même si Airbus n'est pas que fabriqué en France, on est quand même les deuxièmes mondiaux. Vous voyez que nos excédents, ils sont là. L'aéronautique, l'aérospatiale, c'est près de 30 milliards d'excédents commerciaux chaque année. 30 milliards. Donc on n'a pas intérêt à les perdre. La parfum et cosmétique, c'est 17 milliards. Donc c'est aussi un vrai sujet. Je ne vais pas rentrer dans les débats fiscaux. L'agroalimentaire, on est plutôt fort, c'est près de 5 milliards d'excédents. Et les produits pharmaceutiques, c'est 4 milliards. Par contre, là, on est mauvais. Alors ça, c'est intéressant, mais on est mauvais parce qu'on n'a pas aussi les sols qui le permettent non plus, et peut-être tant mieux. C'est l'énergie. Qu'est-ce qui se passe? On importe les hydrocarbures. On ne produit pas des énergies fossiles. Donc c'est notre principal déficit commercial, c'est l'énergie qu'on importe. D'accord? Donc le gaz, le pétrole. Deuxième chose, les biens d'équipement. Donc aujourd'hui, si vous prenez les smartphones, si vous prenez les téléviseurs, si vous prenez les biens d'équipement du foyer, vous êtes à 80-90% minimum d'importation. D'accord? Donc tout ce qui est électronique notamment, et équipement du foyer aussi beaucoup. Donc 37 milliards de déficit. Alors ça, c'est plus embêtant parce que ce n'était pas forcément le cas, c'est l'automobile. On a un déficit désormais de 22 milliards. Et ça, voilà, c'est bon. On voit il y a plein de problèmes, de la concurrence internationale et peut-être des choix stratégiques qui n'ont pas toujours été bons. Il y a le problème du virage à l'électrique aussi. Bon, les Allemands aussi ont gros soucis. Et puis quatrième point, la métallurgie, 12 milliards. Donc au fond, la balance commerciale, elle est déficitaire, mais elle a des choses qui sont très différentes là-dedans, très hétérogènes. Voilà, c'est juste pour vous montrer les différentes... ça, c'est les excédents. La chimie aussi excédentaire, vous voyez. Et là, on est déficitaire. Et vous voyez que là où on a des échanges où on est excédentaire ou déficitaire, alors où est-ce qu'on est excédentaire? Nous, on est plutôt excédentaire avec l'Europe qui n'est pas l'Union européenne, donc le reste de l'Europe hors Union européenne. Légèrement excédentaire avec les pays du Moyen-Orient, pays du Golfe. Amérique centrale, vous voyez, alors justement avec le Mercosur, en fait, en réalité, on a plutôt un petit avantage. On exporte plus qu'on importe. En fait, il y a l'histoire de l'agriculture, mais sur l'industrie, on a beaucoup plus d'avantages. En revanche, on est légèrement déficitaire avec l'Amérique du Nord, mais c'est assez faible. On voit aussi sur l'Afrique qu'il y a un léger déficit. Mais les deux gros points où on a nos déficits, c'est quoi? C'est au sein de l'Union européenne. C'est nos partenaires européens, en fait, qui nous mettent la pâtée. Et l'Asie, Océanie, et beaucoup, c'est de la Chine. Et dans l'UE, c'est beaucoup l'Allemagne. D'accord? Donc les gros points sont ici. Alors, autre chose que je voulais vous dire, c'est que au fond, on parle de balance commerciale, mais un gros point noir de cette balance commerciale déficitaire, c'est quoi? C'est ça, c'est la facture énergétique. Ça veut dire quoi ça? C'est que en 2024, on a consacré 55,6 milliards pour payer les importations d'énergie. De ce qu'on importe par rapport... Vous voyez, les excédents, les exports sont très faibles en énergie. Par contre, on en importe beaucoup. Et vous voyez que globalement, c'est les hydrocarbures, produits pétroliers, hydrocarbures et produits pétroliers. Bon, ce n'est pas une surprise, on n'en a pas dans notre sol. Alors, et ce que vous pouvez même constater, c'est qu'en 2022, c'est pour ça qu'on a parlé presque d'un choc pétrolier équivalent à celui de 73, d'accord, premier choc pétrolier,
explosion de la facture pétrolière, facture énergétique. On est passé de 45 milliards à peu près en 2021 de facture énergétique à 115 milliards. Donc vous voyez, en un an, combien on a cassé? Donc 115 milliards. On a dû mettre 115 milliards. Donc c'est pour ça que ça nous a coûté un bras. Parce que si on ne veut pas que les ménages et les entreprises le payent pleinement, on les a protégés, enfin c'est pas moi, hein, c'est le gouvernement, par des boucliers tarifaires. Parce que ça a fait un déficit commercial assez vertigineux, et donc on a consacré énormément de nos ressources à payer ces importations qui venaient de l'extérieur. Donc moi j'ai un argument maintenant qui est assez bête, au fond sur la transition énergétique. Si on ne veut pas le faire pour nos enfants, faisons-le pour la facture. Parce que au fond, si on paye autant de milliards chaque année pour importer des hydrocarbures, ça serait plus intéressant de les investir dans les énergies vertes et être autonome énergétiquement. Donc, vous voyez, quand on parle de transition énergétique, il faut bien avoir en tête que les intérêts des États-Unis ne sont pas les intérêts français. Les États-Unis sont aujourd'hui le plus gros producteur d'énergie fossile au monde. Nous, on ne produit pas. Donc, quel intérêt on a à finalement continuer à consommer des hydrocarbures, à part payer des factures importantes? Là, je dis ça simplement parce que c'est vrai que les hydrocarbures ont beaucoup d'avantages. Notamment, mais voilà, ça c'est, vous voyez, dans notre déficit commercial, le gros point noir c'est ça. Et donc c'est quand même pas de la compétitivité comme les autres, ça. Ok, ça c'est vraiment, et vous êtes très dépendant du marché parce que si les prix font x2, votre facture elle fait x2, quasiment. Comme vous ne pouvez pas vous en passer, et c'est comme ça aussi que vous vous retrouvez avec des contestations sociales parce que les prix de l'énergie ont explosé, etc. Et un coût budgétaire énorme. Voilà, autre point, c'est la balance commerciale dans son ensemble. Pardon, j'ai dit une bêtise. Alors là, vous allez devenir super fort en économie. C'est la différence entre ce qu'on appelle la balance commerciale et la balance courante. Alors, ça veut dire quoi? C'est qu'en orange, ça, c'est juste la balance commerciale liée aux échanges de biens. Donc ça, vous retrouvez, on a à peu près 60 milliards de déficit sur nos biens. Et dedans, il y a l'énergie. Donc si on enlève l'énergie, en fait, on a un déficit en biens qui n'est pas si grand que ça. C'est beaucoup l'énergie. Mais en vert, vous avez quoi? Vous avez les services. Et en violet, vous avez aussi le tourisme. C'est un service. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que globalement, la France a un gros déficit sur ses biens, dont une partie est liée à l'énergie, mais par contre, un excédent sur ses services. C'est-à-dire qu'on vend plus de services à l'extérieur qu'on en importe. Alors, c'est quoi les services? Par exemple, c'est les services financiers, c'est les services de conseil aux entreprises, c'est les services de transport, comme quand CMA, CGM, en 2002, fait des super profits de 20 milliards, ça a changé. On le voit d'ailleurs en 2022, on a une augmentation fortement des exports de services. C'est du service de transport. Bon, et donc la balance courante, c'est tout ça, c'est que vous regardez l'ensemble des choses et aussi des revenus. Alors, autre chose, ça va devenir compliqué, mais je vous le dis quand même, c'est que nous, on parle d'un privilège assez particulier lié à la France, c'est qu'au fond, on a plus de revenus qui rentrent de l'étranger qu'on en verse ailleurs. C'est-à-dire c'est compliqué, on est endetté vis-à-vis du reste du monde, ce qu'on appelle une position extérieure nette négative, mais pourtant, on a un flux de revenus qui est positif. En gros, je vous dis quelque chose, et ça c'est assez important, et je pense qu'on n'en parle pas assez, mais c'est peut-être trop technique, c'est que finalement, la France est endettée vis-à-vis du reste du monde, mais ce qu'elle va verser au reste du monde, c'est des taux d'intérêt qui étaient jusqu'à présent assez bas. Donc on ne payait pas très cher à nos créanciers. Et par contre, ce que ça nous rapportait, nos investissements à l'étranger, nous rapportait beaucoup plus que ce qu'on payait aux étrangers. Ce qu'on appelle ça le privilège exorbitant. C'est ce qui s'était passé avec les États-Unis. D'ailleurs, j'ai un graphique là-dessus, il est compliqué, bien sûr, comme tous. Mais en fait, c'est ça, c'est que vous avez un déficit, vous avez une position extérieure nette négative, c'est-à-dire que vous êtes endetté vis-à-vis du reste du monde, mais vous avez des revenus positifs du reste du monde. Ça, c'est fabuleux. Mais il faut le garder. Le problème, c'est qu'on risque de le perdre parce que nos taux remontent en ce moment. Et donc, on va devoir payer plus cher à l'étranger, parce que ce qui détient aussi la moitié de notre dette est détenu, même plus de la moitié, par des étrangers. Donc, on ne va pas juste augmenter les taux et verser des charges d'intérêt à des banques, des assureurs, l'assurance vie, enfin des ménages français, mais aussi étrangers. Bon, ça, c'est un point qui est hyper technique, mais hyper important. Vous voyez, par exemple, l'Italie n'a pas du tout ça. L'Italie, aujourd'hui, c'est ici, a une position extérieure nette positive, c'est-à-dire qu'elle a plus de créances que de dettes vis-à-vis du reste du monde. Donc, ils ont rétabli leur situation. Mais en fait, l'Italie a des revenus versés nets qui sont négatifs. C'est l'inverse de la France. C'est-à-dire qu'elle va payer plus cher que ce qu'elle reçoit.
Et ça, pourquoi ? Parce que l'Italie, elle a eu des taux très élevés par le passé. Donc nous, notre risque, c'est de devenir l'Italie, en fait. C'est pas de devenir la Grèce. Alors l'Italie va mieux, mais l'Italie a pris très cher pendant 20 ou 30 ans. Et y compris parce que ses taux d'intérêt ont beaucoup augmenté. Juste sur les services, voilà les excédents des services décomposés. Donc je vous ai dit, en vert, c'est le tourisme, c'est les services de voyage. Alors petit point, c'est quand les touristes viennent à Versailles, par exemple, les touristes étrangers, c'est une exportation. On exporte un service. Quand ils viennent au restaurant, quand ils vont visiter le château de Versailles, quand ils prennent les transports, c'est une exportation de services, en réalité, parce que en fait, vous allez verser de l'argent d'un résident vers un non-résident. Il y a un transfert. Et donc, c'est une exportation. Donc, le tourisme, quand nous, on va à l'étranger, en réalité, c'est une importation de services de transport, de voyage, pardon. Bon, le tourisme, c'est un point important, parce que c'est, vous voyez, c'est autour de entre 15 et 20 milliards par an d'excédent. Et l'autre, le rouge, vous voyez que c'est les services financiers. Bon, donc ça, on est une économie qui est plus tertiaire aujourd'hui qu'industrielle, mais on a quelques atouts sur les services, quand même. Beaucoup de choses encore à vous dire. Je pense que je vais garder encore 5 minutes juste pour dire quelques points. J'ai envie de parler de la politique fiscale et quelques éléments. Ce que je peux vous dire, c'est que on a mis beaucoup d'argent en France depuis 2013. Le tournant, en fait, c'est le rapport Gallois. Si vous avez un peu suivi cette époque-là, Hollande a été élu. Il y a un rapport sur le tissu productif qui est fait, qui s'appelle le rapport Gallois, qui met en avant les faiblesses de l'industrie française en disant qu'il faut un choc fiscal pour les boîtes industrielles. Bon, ça va être la création du CICE, et après, il y aura d'autres mesures fiscales qui vont arriver. Mais globalement, vous voyez, en France, ça, c'est les prélèvements sur les entreprises, ils ont quand même baissé. Vous voyez, c'est en bleu, ils ont baissé. Et par contre, ça, c'est les ménages. Alors, ils ont baissé, mais ils ont beaucoup augmenté avant. Vous voyez le découplage entre ménages et entreprises. Et ça a été un choc fiscal énorme sur les ménages. Mais par contre, pour financer la baisse de fiscalité des entreprises. Si vous ne voulez pas faire du déficit, vous faites des transferts. Je rappelle, il n'y a pas de solution magique. Bref, voilà, cette politique fiscale. Alors pourquoi je vais un peu la critiquer ? Je pense qu'elle a été utile quand même, mais moi je la critique quand même un petit peu aussi. Le premier point, c'est que notre politique fiscale, la fameuse politique de l'offre, c'est quoi essentiellement ? C'est quoi ? C'est les exonérations de cotisations patronales. On a baissé le coût du travail en réduisant les cotisations patronales. Alors, ce n'était pas une mauvaise idée parce qu'elles étaient très élevées. Mais je pense qu'on a un peu abusé sur 2-3 choses. Vous voyez, le montant des exonérations de cotisations sociales patronales sont passés, en gros, en 2012, de 20 milliards. Aujourd'hui, on est à 80 milliards. D'accord ? Donc, ça a permis de réduire le coût du travail. Mais alors, pourquoi je critique ça ? C'est bon, il faut les financer parce que vous avez 60 milliards de plus chaque année à mettre. C'est 2 points de PIB, c'est beaucoup. Le problème, c'est que si on veut faire de la compétitivité, je ne suis pas sûr que ça passe par les exonérations de cotisations patronales. Et je vais vous expliquer pourquoi. En réalité, quand vous faites ça, qui est-ce qui va recevoir le plus ? Assez bêtement, vous voyez, qui est-ce qui a la plus grosse masse salariale en France ? C'est les services. Donc les services, moi j'ai fait le calcul, ils reçoivent 78% de la totalité des allègements de cotisations patronales. Et les plus gros, c'est la restauration, par exemple. Donc, l'industrie, combien elle reçoit ? Super, 13%. Donc, moi je veux bien qu'on soit compétitif, mais ce n'est pas la restauration qui va nous rendre compétitifs. Donc, si vous voulez, c'est le ciblage le problème. C'est-à-dire qu'on a fait d'abord un truc qui s'appelle le CICE, donc très bien, ça s'appelait Crédit Impôt Compétitivité d'Emploi. Je vous dis une chose, on peut faire de la compétitivité sans emploi et de l'emploi sans compétitivité. Déjà, il faut savoir ce qu'on cherche à faire. Et donc, en arrosant tout le monde, en fait, à la fin, on a un résultat qui est un peu... on ne sait pas bien ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut créer des emplois ou est-ce qu'on veut une industrie plus compétitive ? Sachant que la temporalité ne va pas être la même. Parce que quand vous réduisez les exonérations de cotisations patronales, c'est vrai que vous créez beaucoup d'emplois dans les services, dans la restauration, par exemple, ou dans les services à personne, c'est très bien. Mais vous ne tenez pas vos objectifs industriels. Et donc, voilà, juste pour vous montrer quelques chiffres, le taux d'exonération, par exemple, dans le commerce, la restauration, c'est 22% en moyenne. Vous voyez que l'industrie, on est à 9%. Plus les services plus l'industrie va être performante et technique. Par exemple, vous prenez
l'industrie pharmaceutique, chimique, produits électroniques, matériaux de transport, le taux d'exonération est autour de 5%. Donc en fait, c'est des secteurs qui reçoivent assez peu de cette politique fiscale et de cette politique de l'offre. La politique de l'offre, elle n'a pas été faite pour l'industrie en réalité. Donc on est passé, à mon avis, à côté. Alors pourquoi ce problème-là aussi? C'est que les règles européennes vous interdisent de cibler. Vous devez faire la même chose pour tout le monde. Vous ne pouvez pas dire je fais juste des baisses de fiscalité pour les entreprises industrielles. Parce que sinon, ça fait de la distorsion de concurrence. On dit, voilà, vous n'avez pas le droit, ça c'est requalifié comme aide d'État. Donc vous ne pouvez pas subventionner un secteur plutôt qu'un autre. Mais quand vous faites des mesures générales, comme les services représentent, comme je vous montrais, la très large majorité de notre activité, quand vous faites des mesures générales, l'assiette fiscale, c'est les services qui vont la capter le plus. Alors ça, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est l'objectif qu'on recherche? Moi, je pense qu'on a un problème là-dessus. Et autre problème, alors ça, c'est quoi? La France on est toujours assez créatif, hein, comme vous savez, et pas que dans l'art. Là, c'est sur la fiscalité. C'est quoi? C'est que le taux d'exonération cotisation patronale, aujourd'hui, au niveau du salaire minimum, donc du SMIC, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de cotisation. Donc très bien, on a réduit le coût du travail au niveau du SMIC en baissant les cotisations patronales. Ça représente 5% des cotisations. Par contre, au niveau du salaire médian, qui est à peu près le salaire moyen, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez un taux de cotisation qui est aujourd'hui à 35%. Et ça, c'est tous les autres pays. On est le seul pays à avoir le grand écart, comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? Ça fait ce qu'on appelle les trappes à bas salaire. C'est-à-dire que l'employeur a intérêt à embaucher au niveau du SMIC. Parce que c'est là où il va recevoir le plus d'allègements. Dès qu'il va augmenter son salarié, forcément, il va recevoir moins d'allègements et ça va lui coûter plus cher. Et donc, le problème, c'est aussi la montée en gamme et les niveaux de salaire. Il y a une étude du Trésor qui montrait que pour un salarié aujourd'hui au SMIC, si vous voulez qu'en net, à la fin du mois, il est 100 euros de plus, d'accord? Qu'il ait 100 euros de plus en net, il faut que l'employeur lui verse 479 euros de plus. Pourquoi? D'abord, il faut qu'il paye plus parce qu'il faut qu'il reçoive plus, mais il va recevoir moins d'exonération de cotisation et l'employé va perdre la prime d'activité en partie et va commencer à payer des impôts. Donc, si vous voulez que l'équivalent net soit obtenu, de 100 euros net, il faut qu'il verse quasiment 500 euros. Donc, c'est super désincitatif. Et donc, vous allez créer des emplois au niveau des bas salaires, en fait. Mais donc, du coup, ça pose la problématique de la montée en gamme, d'évolution des niveaux de vie. Donc, les gens restent collés aussi sur les bas salaires. Plus le fait que, quand vous voulez avoir une industrie aussi plutôt performante, il faut des évolutions de carrière un peu plus dynamiques. 2 points pour peut-être 3 points, et je vous laisserai la parole parce que j'ai beaucoup parlé. Pour terminer, la R&D, bon, ça c'est connu. Alors qu'est-ce qu'ils font aussi que l'industrie peut être plus ou moins performante? Là, j'ai listé un certain nombre de points qui me semblent importants. La recherche et développement, c'est l'avenir, hein, forcément, hein, quand vous investissez dans la R&D. L'éducation, c'est aussi l'avenir. Donc si vous êtes performant dans l'éducation, a priori, vous aurez aussi des gens qui sont plus compétents sur le marché du travail. L'énergie, c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment, et les ressources minières. Donc je vous ai mis quelques éléments. Vous voyez que la R&D, la France est ici, donc on consacre 2 points de PIB à notre recherche et développement. Vous voyez que, par exemple, la Corée est à peu près à 5 points de PIB. Les États-Unis sont à 3,5. En fait, ils mettent un paquet de pognon là-dedans. Et vraiment, et ils en perdent beaucoup. Mais si vous voulez, quand vous êtes les États-Unis, que vous voulez sortir les vaccins contre le Covid, avec l'ARN messager, etc., ils ont perdu beaucoup d'argent avant de réussir à faire ça. Donc il faut accepter de perdre beaucoup aussi. Et donc le financement de la R&D, de l'innovation, ça coûte cher, mais ça, c'est des gros éléments pour l'avenir. Donc vous voyez que la France, 2 points de PIB, on n'est même pas dans la moyenne de l'OCDE. Et là, vous voyez tous ceux qui sont bons, États-Unis, Suède, Belgique, Japon, Autriche, Allemagne, Finlande, Grande-Bretagne, Danemark. Donc voilà, on n'investit pas assez dans la R&D. Et la R&D, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous le disais, l'industrie, c'est à peu près 10 à 12% du PIB. Okay, mais c'est quoi? C'est 70% des exportations, mais c'est aussi 70% de la R&D en France. Donc l'industrie concentre la recherche et le développement. Vous voyez que les premiers dépenses de recherche et développement, c'est quoi? C'est l'industrie automobile, 4,5 milliards.
la construction aéronautique et spatiale, activités scientifiques techniques, industrie pharmaceutique, chimique, etc. Donc tout ça, c'est de la R&D. Donc si on veut être plus performant, il faut aussi investir plus dans la R&D. Donc il faut accepter ce type d'investissement qui ne rapporte pas tout de suite, mais qui à terme font la différence. Autre point, et ça c'est aussi un point inquiétant, c'est ce qu'on appelle les classements PISA. Vous connaissez, c'est les classements des niveaux d'éducation. Ben voilà la France en mathématiques depuis 2003, en lecture, en sciences. Elle n'est pas belle la courbe. Hein. Et ça, c'est par rapport à l'OCDE. Vous voyez, en gris, ce n'est pas terrible au niveau OCDE, mais en orange, c'est la France. Donc en fait, on était au-dessus de l'OCDE, on est passé au-dessous de l'OCDE, et la France, désormais, est ici. Voilà. Sachant que devant, vous avez Singapour, Taïwan, Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Estonie, Canada, Irlande, Suisse, Australie, Finlande. Là. Bon, bah, en fait, on n'investit plus dans l'avenir. Quoi. On investit. Alors, je trouve qu'on a une politique fiscale qui n'est pas forcément très bien ciblée, et en plus, on n'investit plus dans l'avenir. Et c'est vrai qu'on a des ressources qui sont assez limitées. Autre point, l'énergie. Ça, c'est le prix de l'énergie électrique. D'accord ? Vous voyez qu'entre l'Union européenne et les États-Unis, on a 150% d'écart. Et ça, c'est sur les gaz, on est à 300% d'écart. Bon, bah, quand vous avez le PDG de Michelin, je ne sais plus quel autre PDG a dit on a un gros problème avec l'énergie en Europe, bah, il faut le croire un peu quand même. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a un gros souci sur l'énergie, mais vous voyez que la guerre industrielle, elle est aussi liée à l'énergie, quoi. Et qu'en fait, accès à une ressource énergétique bon marché, pour une industrie, c'est important. Bon, autre point, les terres rares. Vous voyez, la Chine, les terres rares, ici, bah, là, c'est la localisation des réserves mondiales de minerais critiques, hein, en pourcentage. Vous voyez, la France, on a un point, alors je ne le sais même pas, c'est l'allium. Peut-être que, voilà, 49% de l'allium mondial. Et regardez la Chine, toutes les minerais critiques dont elle possède, et elle a la majorité. Et après, vous avez un peu au Brésil, un peu aux États-Unis, en Australie, au Chili. Donc là, le truc, c'est que, comme je disais, on n'a pas de pétrole, mais on avait des idées. J'espère qu'on en aura toujours, comme on dit. Bon, aux États-Unis, on a peut-être du pétrole et moins d'idées, je ne sais pas. Mais le truc, c'est quoi ? Non, c'est que, sérieusement, aujourd'hui, dans les chaînes d'approvisionnement et stratégiques, il y a la question de sécuriser les approvisionnements. Et notamment le lithium, le cobalt, etc. Bon, et dernier point, et je m'arrête là-dessus, industrie et transition énergétique. Ça, j'aurais quand même presque fait tout le tour. Le grand défi, je vous montre, ça, c'est les émissions de CO2 au niveau mondial. Bon, bah ouais, Chine, bim. Vous voyez l'explosion des émissions de CO2 chinoises. La Chine fait à peu près plus de 30% des émissions de CO2 mondiales aujourd'hui. Alors, ils sont nombreux. Hein. Si je ramène par habitant, c'est moins. C'est moins que les États-Unis par habitant. Mais on voit que ça a explosé. Bon, les États-Unis restent élevés. Mais voilà, en gros, Chine, États-Unis, vous êtes à 41% des émissions de CO2 mondiales. La France, là-dedans, c'est moins de 1%. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le ménage hein, chez nous. Hein. Moi, je dis en plus parce qu'on a la facture énergétique. J'arrête de le vendre sur les bonnes consciences. Je dis pour nos intérêts personnels, ça marche mieux. L'UE, par exemple, c'est 7% des émissions mondiales. Donc, voilà, on est quand même face à tout ça. Donc, quand on dit la question environnementale, énergie, il faut prendre en compte ces ratios-là. Deuxième point, et ça, c'est un point quand même qui est très favorable, je trouve, c'est les évolutions d'émissions de CO2 de l'industrie. Vous voyez que depuis 1991, on est passé de plus de 140 équivalents millions de tonnes CO2 à moins de 60 dans l'industrie. Donc la plus grosse réduction d'émissions de CO2 des secteurs, là je l'ai ici, baisse de 54% depuis 1990, c'est l'industrie. Donc l'industrie se décarbone. Vous voyez que les matériaux de transport, ça fait plus 3%. Le transport a fait plus 3% depuis 1990. L'industrie a fait moins 54%. Donc, il se passe quand même des choses. Autre point intéressant, c'est que l'intensité en gaz à effet de serre, aujourd'hui, en France, elle est plus faible dans l'industrie française qu'en Allemagne. Et encore plus si on prend la totalité. Donc, on a une intensité en CO2. Alors ça, c'est parce qu'aussi, on a le nucléaire, hein, qui est un point important. Et autre point, et je finirai là-dessus, enfin, j'ai une petite conclusion. Il
il faut savoir que dans l'industrie, donc ça a baissé de beaucoup, parce que comme je vous disais, on a baissé de plus de 50% depuis les années 90. Mais autre point, c'est que toujours dans l'industrie, vous avez 50 sites industriels français qui font 55% des émissions de CO2. 50 sites industriels qui font 55%. C'est un peu comme les exportations, ça. Et vous retrouvez, voilà, donc on les a ici. Donc vous avez surtout la métallurgie, la sidérurgie, la chimie, etc. Donc vous avez les gros sites. Et donc en fait, ça a été identifié. Donc s'il faut décarboner, c'est 50 sites en fait. Et donc le coût, c'est entre 50 et 70 milliards. Mais c'est faisable. C'est faisable, on sait le faire, quoi. Enfin, on sait le faire, ça coûte cher, c'est faisable. Ça prend du temps, c'est faisable, c'est coûteux, mais c'est très concentré. Par contre, et je dis à chaque fois c'est le dernier point, mais c'est pas vrai. Avant-dernier point, vous n'aurez plus le temps de parler sinon. Alors ça, c'est autre chose qui est hyper important. C'est que quand on prend nos engagements vis-à-vis du reste du monde à réduire nos émissions de CO2, quand on dit notre émissions de CO2 doivent arriver à zéro en 2050, zéro net carbone, on parle souvent des émissions de CO2 territoriales. Or, ce qui compte vraiment, c'est pas ça, c'est l'empreinte carbone. Comme je disais, c'est quoi l'empreinte carbone? C'est que vous pouvez regarder ce qui est produit sur le territoire. Il y a une façon de faire zéro d'émissions de CO2, c'est plus rien produire. Mais par contre, si à l'inverse vous importez tout, vous n'avez pas résolu le problème. Vous allez produire ailleurs des émissions de CO2 que vous allez réimporter dans le territoire. Et donc, c'est ce qu'on appelle la fuite carbone. Donc, voilà, je souligne, attention au risque de fuite carbone, la désindustrialisation n'est pas la bonne réponse à la réduction des émissions de CO2. Donc ça, c'est les émissions de CO2 liées à la production intérieure, donc en dehors des exportations, ce qu'on produit comme émissions de CO2 sur le territoire. Okay, et ça, c'est les émissions de CO2 qui sont liées à l'augmentation de nos importations. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à perdre sur l'industrie et donc réduire nos émissions de CO2, mais qu'on substitue par des importations de produits qui sont fabriqués ailleurs et qui émettent plus de CO2. Le CO2, il n'a pas de frontières. Donc si à la fin, on finit avec plus d'industrie ou moins d'industrie et plus de CO2, on n'a pas gagné. Donc l'idée, c'est de réussir ça. C'est de dire, attention, le débat, il n'est pas juste sur l'émission de CO2, c'est l'empreinte carbone. Et donc c'est pour ça qu'il y avait l'idée de taxer plus aussi les importations riches en carbone. C'est très difficile à faire. Il y a un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui a été mis en place. Je n'ai pas le temps d'en parler. Mais qui n'est pas forcément, à mon avis, la bonne solution. Mais ça, c'est un autre sujet. Enfin, c'est le même sujet, mais je n'ai pas le temps. Alors, je vais conclure, quand même, parce que je ne m'arrête pas après, vous voyez. En plus, j'avais encore une autre partie, mais je ne vais pas la faire. Moi, ma conclusion, si j'étais ministre de l'Industrie, ça ne risque pas, donc je peux dire ce que je veux. Moi, je pense qu'on a rétabli la compétitivité coût. D'accord ? Je vous ai montré, c'est plutôt rétabli. Par contre, on a une politique fiscale qui est mal ciblée, avec un coût budgétaire élevé. Donc je pense qu'il faut revoir cette politique fiscale et essayer de mieux la cibler sur l'industrie. Si on veut que l'industrie soit performante, il faut une politique fiscale qui soit plus en faveur de l'industrie, à coût budgétaire identique. On n'a plus les moyens de faire des baisses de fiscalité, on n'a plus les moyens. Il faut réduire la dette, le déficit, on n'a plus les moyens. Autre point, investissement trop faible dans la R&D, l'innovation et l'éducation. Moi, je pense qu'en France, on a un problème, mais c'est vrai aussi en Europe, de financement risqué. On a beaucoup d'épargne. Vous savez qu'on est devenus les champions du monde de l'épargne. Pour une fois qu'on est champion du monde de quelque chose, alors si on est dans notre sport, mais économiquement, on a dépassé les Allemands. La France n'a jamais autant épargné. Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais le problème, c'est que cette épargne, elle ne va pas forcément financer le risque. Elle va aller sur des assurances-vie, sur des livrets, mais toutes les réformes fiscales, etc., nous assurent pas le financement de l'innovation. Donc moi, j'ai limite, il faudrait créer un fonds qui finance l'innovation et qui attire cette épargne. On a un problème de synergie entre universités, centres de recherche et PME industriels. On voit que les universités travaillent assez peu par rapport, par exemple, aux États-Unis avec l'industrie. On voit que c'est quand même assez compartimenté. Et puis, on a le problème du déclassement scolaire qu'on va payer. On voit surtout quand on voit les pays asiatiques et tout ça, les performances qu'il peut y avoir. Voilà, les enfants d'aujourd'hui, c'est les actifs dans les 10 ou 20 prochaines années. Autre point important,
je ne vois pas comment on peut arriver à rester compétitif sans une énergie décarbonée bon marché. Donc il faut un plan industriel sur les énergies décarbonées important. Mais aussi, il faudrait presque mettre de l'argent pour qu'elle soit avantageuse. Il y a un problème budgétaire, mais on voit que l'énergie, c'est quand même un gros différentiel dans la compétitivité mondiale. Avant-dernier point, inciter à produire en France. Alors comment on fait ça ? Déjà, il faut avoir une stratégie claire entre industrie et transition, pas seulement décarbonation. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas ? Je sais que ce serait impossible ou difficile, mais les États-Unis ont fait un Inflation Reduction Act qui subventionnait en fait les technologies vertes, l'investissement dans les technologies vertes. Est-ce qu'on ne serait pas capable de faire un IRA à la française qui, effectivement, vous donnez un périmètre d'investissement qui vous semble stratégique ou pour les technologies vertes dans lesquelles vous subventionnez vos investissements. C'est ce qu'ont fait les Américains sous Biden et qui a plutôt bien marché. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est compétitif pas vraiment au niveau du territoire. En France, on est compétitif à l'international avec nos grands groupes. Comme je vous ai dit, nous, on a une structure productive très particulière avec des très grosses entreprises, des multinationales ou des PME. Mais par contre, ces grandes entreprises internationales, elles ont 17 800 filiales dans le monde, dont 35% en France. Donc ça veut dire qu'il y a 2 tiers de ces filiales qui sont dans le monde. Donc il faudrait trouver des façons, sur certaines filiales, de relocaliser en fait. De inciter à relocaliser une partie des filiales qui existent déjà. Et dernier point, réformer la politique européenne et mettre en place un grand plan de relance européen. On a un gros souci sur la politique de concurrence et des aides fiscales et des aides d'État. Ce n'est pas du tout ce que font les autres pays. Et donc, du coup, ça ne nous permet pas d'avoir quelque part de flexibilité sur nos interventions publiques, ce que font les autres. On a des politiques budgétaires aujourd'hui qui ne sont pas du tout pro-investissement. En gros, ça ne distingue pas du tout. On dit, voilà, il faut être à 3% de déficit, mais qu'on investisse ou pas, c'est pareil. Il faudrait avoir des règles intelligentes là-dessus qui favorisent l'investissement. On a une concurrence fiscale qui est un peu débridée entre les pays européens, mais qui est nocive. On n'a pas de coordination des politiques salariales, donc il y a un problème de coordination européenne. Et dernier point, et ça c'est le rapport Draghi, qui est quand même un rapport extrêmement intéressant. Draghi, qui est l'ancien gouverneur de la Banque Centrale Européenne, qui a été le Premier ministre italien aussi pendant un moment. Et c'est lui qui propose un plan de relance européen de 800 à 1000 milliards pour rattraper notre retard. Et pourquoi ? Comment ? C'est simple, en disant, en fait, l'épargne excédentaire qui va financer la dette américaine, on l'utilise pour financer de l'investissement en Europe. Et donc, il y a un plan qui a été désigné, voilà, de 800 milliards entre les différentes composantes des investissements, que ce soit l'énergie, les transports, les technologies digitales, la défense, les innovations de rupture, etc., etc. Et vous voyez qu'on a un écart d'investissement avec les États-Unis et qu'en fait, si on veut combler cet écart, il va falloir mettre le paquet, quoi. Voilà, je m'arrête là parce que je vous ai dit beaucoup de choses. J'ai beaucoup débordé. Merci beaucoup. S'il y a des questions, il me reste... J'ai beaucoup parlé, désolé. Oui, bonjour monsieur. Vous avez évoqué rapidement le Mercosur. Alors oui, déjà, est-ce que tout le monde est d'accord pour appliquer le rapport Draghi ? Parce qu'apparemment, on en parle beaucoup, mais on fait qu'en parler. Donc, si la France est d'accord, est-ce que les autres pays le seraient ? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez du Mercosur ? Et est-ce que on va mettre en péril tous les agriculteurs avec cet accord ? Alors, rapidement... l'analyse du rapport Draghi, elle est très intéressante parce qu'elle est très macroéconomique et qu'elle fait un point qui montre qu'au fond, si l'Europe voulait, elle pourrait faire des choses, et notamment ce fameux plan de relance, et unifier aussi les dettes, faire un marché de la dette pour concurrencer le dollar avec l'euro. Donc ça veut dire qu'on aurait moyen d'agir pour recapter cette épargne qui va à l'étranger. Le problème, c'est la volonté politique. Et les Allemands ne sont pas d'accord, spécialement, parce que ça veut dire qu'il faut faire des dettes communes. Donc ça veut dire quelque part, et ça c'est là l'étape suivante qui est compliquée, c'est qu'on passe vers une forme de fédéralisme. On mutualise les dettes. Et ça, ça ne marche pas. Enfin, aujourd'hui, politiquement, ça ne passe pas. Donc on sait comment faire économiquement, mais on ne sait pas comment faire politiquement, parce qu'il y a cette divergence qui est forte. Sur le Mercosur, moi je pense que c'est au fond pas un mauvais accord. C'est pas un mauvais accord parce que aujourd'hui, dans la guerre commerciale qui est menée, il vaut mieux se faire des alliés.
Et l'Europe, en fait, elle a pas mal à gagner. Alors, elle perd un peu sur certains secteurs agricoles, mais pas tous, hein. En réalité, par exemple, le vin, les spiritueux, les fromages, le lait, plutôt bénéficiaires de l'accord. Par contre, c'est vrai que sur le bovin, les volailles, c'est moins le cas. Mais il y a des quotas quand même qui sont censés être mis en place. Donc, et puis surtout, ils ont aussi des terres rares, un certain nombre de minerais critiques. Donc, moi, il me semble que, bon, effectivement, c'est pas à la mode. Mais dans la guerre commerciale qu'on connaît, il vaut mieux avoir des alliés, et sinon, ça sera d'autres pays qui vont aller investir au Mercosur. Hein. Et notamment les Chinois, hein, ou les Américains. Moi, j'ai une question à vous poser. Merci pour votre brillant exposé qui était vraiment très, très complet. Est-ce que vous intervenez aussi auprès des députés pour les former à l'économie, au moins un minimum? Parce que le rapport Draghi, par exemple, je ne suis pas sûre que l'ensemble des députés le maîtrisent. Moi, je propose qu'on fasse un quiz dans l'Assemblée sur le rapport Draghi. Et on verra ceux qui répondent bien. Honnêtement, c'est pareil. Hein, l'Assemblée, oui, on est sollicité des fois par des commissions économiques, commissions des finances, pour des auditions. Après, c'est toujours dans des temps très courts. On peut avoir des relations plus ou moins privilégiées avec certains ou certaines, mais en fait, vous voyez, le problème de l'économie, là je parle juste de la partie industrie made in France, c'est complexe, quoi. Et les solutions évidentes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et on vit dans un monde complexe où les réponses sont forcément complexes. Alors, soit on balaye tout et on fait des choses un peu à la Trump, soit on réfléchit de façon un peu plus profonde, mais ça veut dire que c'est moins vendeur politiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut prendre le temps d'essayer de comprendre, être modéré sur certaines choses. Il y a des plus, il y a des moins, souvent. Voilà, il y a des équilibres à trouver. Mais moi, je trouve qu'on est dans une politique de com, quand même. Donc, et on perd un peu le sens de la profondeur de la complexité, quoi. Mais ça, je veux dire, on est aussi responsable, parce qu'on vote. Mais voilà. Bonjour. J'ai un point dont j'aimerais avoir votre avis, parce que je n'arrive pas à me faire ma propre opinion. On en parle régulièrement, et dans beaucoup de secteurs, c'est touché, notamment l'agriculture, on en parle en ce moment, mais l'industrie. C'est la surnorme française. Est-ce que c'est vrai, selon vous, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait vous ne l'ébordez pas dans votre oui, c'est exposé. vrai. C'est un sujet que je connais moins bien, mais c'est vrai qu'il y a eu un rapport qui montrait que, effectivement, la France avait des contraintes de normes qui étaient importantes, de surréglementation notamment, et qui pesaient sur certains secteurs et sur certaines activités. Et alors, j'allais dire, j'entends ça, moi, depuis que je fais de l'économie, du choc de simplification, quoi. Bah, allons-y, quoi. Enfin, bon. Donc, après, les normes peuvent protéger dans certains cas. Je pense que c'est nécessaire. Mais par contre, effectivement, cette superposition de ça et de complexité de normes est un frein et un problème. Ouais. Bonjour. Merci pour votre exposé. Quand on écoute les commentateurs dans la radio, la télé, les journaux, on a l'impression que la situation est catastrophique. Mais ce que vous nous avez présenté, la balance courante est excédentaire ou légèrement excédentaire. Ouais. La situation n'est donc pas catastrophique. Ça, c'est ma première question. Ouais. La deuxième question, c'est, j'ai l'impression qu'on fait des réglages au niveau de la microseconde, alors que, par exemple, supposition purement gratuite, qu'on finance la totalité de la politique sociale par la TVA. Ouais. On aurait des moyens énormes d'action et on pourrait alléger les charges des entreprises, etc. Et on mettrait les entreprises chinoises au même niveau que les entreprises européennes. Ouais. Alors, oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que dans le constat, c'est quand même qu'il y a eu un déclin. Hein, ça, c'est voilà, une évidence. Mais au fond, on n'est pas dans une situation qui est aussi catastrophique qu'on le dit. Voilà. Ça, c'est vrai. Hein, on voit que certains indicateurs, même j'ai des choses sur les marges industrielles aujourd'hui, elles sont plus fortes en France qu'en Allemagne. J'étais même surpris en le faisant. Hein, et on ne l'entend pas beaucoup. Donc, il y a certaines politiques ont quand même, j'allais dire, porté leurs fruits, au fond. Elles ont quand même porté leurs fruits. Le problème, c'est que ce qu'on appelle les politiques structurelles, les politiques d'investissement, c'est des résultats à 10 ans. Par contre, ce que je trouve qu'on loupe beaucoup, ce que je vous disais, c'est des choses aussi structurelles sur l'éducation, la R&D, où on risque de prendre les choses de plein fouet. Après, moi, je crois on peut réfléchir à des transferts fiscaux, etc., mais en fait, il faut arrêter de brutaliser aussi trop sur ces situations de mouvements fiscaux et qu'il faudrait peut-être retrouver un peu de stabilité fiscale.
Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus où on va. Et d'ailleurs, vous voyez, dans les débats parlementaires, plus personne ne sait où on va. Et d'ailleurs, ça crée de l'inquiétude. J'ai aussi un graphique sur l'incertitude. Elle n'a jamais été aussi élevée. Donc, il faudrait prendre le temps de la réflexion et le temps long un peu aussi, avec des stratégies qui soient de moyen long terme, ce qui nous manque complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit au jour le jour. Et ça, c'est pas possible. Alors, on vit sur nos acquis. C'est-à-dire que l'économie française ne s'effondre pas parce qu'elle est quand même assez relativement solide. Il y a une résilience. Mais par contre, le risque du déclin, on ne le voit pas, hein, mais c'est progressif et ça vous étouffe, hein, quelque part. Bon, donc voilà. Mais il y a eu des rapports, hein, sur la TVA sociale, cette stratégie fiscale. Moi, je suis pas sûr. On peut envisager des choses. J'aurais tellement de choses à dire sur la TVA sociale, mais je ne suis pas sûr que ce soit la priorité du moment, la fiscalité. Moi, je pense que vraiment, c'est sur de l'investissement et sur des secteurs sur lesquels il faut investir. Et puis, moi, je vous disais, il y a le problème de la distorsion fiscale entre industrie et services, quand même. C'est-à-dire que si on fait de la TVA sociale, vous allez financer des exonérations de cotisations dans les services. Alors qu'une fois de plus, l'industrie ne reçoit que 13% de l'ensemble de ses exos, quoi. Donc, bon, voilà. Oui. Au début de votre intervention, vous avez parlé de course à l'innovation en citant l'IA et la technologie verte. Et les technologies vertes. Moi, j'y vois une grosse antinomie et je voudrais avoir votre avis là-dessus. Non, ça c'est sûr que la cohérence, ça n'existe pas toujours. Hein, non, mais parce que au fond, c'est des secteurs qui sont différents. Alors effectivement, l'IA crée des émissions de CO2 importantes, mais ça n'empêche pas qu'elle se développe, quoi. Elle se développe et qu'on va être dépendant de l'IA qui sera faite ailleurs, quoi. Si on n'est pas suffisamment puissant, en plus il y a des enjeux stratégiques autour de ça. Hein. Du coup, il y a l'autre point, hein, qui est connu, d'ailleurs c'est dans le rapport Draghi, hein, c'est sur toutes les technologies vertes, de stockage du carbone, de production d'énergie verte, etc., quoi, de captation du carbone. En fait, on sait à peu près, enfin, sauf surprise, hein, les technologies ou les technologies du futur, quoi, enfin celles qui vont se développer. Alors maintenant, on parle peut-être même de bulles dans l'IA, parce que tellement il y a eu d'argent qui a été mis, hein, notamment aux États-Unis. Hein. Les États-Unis ont mis plus, je crois, ils ont dépensé plus dans l'IA que tout ce qu'on dépense, nous, en budget de la défense au niveau européen. Pour vous donner les ordres de grandeur. Donc on parle de bulles de l'IA, mais je veux dire, ils vont avoir un tel leadership que si on s'habitue, et ce qu'on fait déjà avec ChatGPT et tout ça, on aura du mal à faire machine arrière, quoi. Donc du coup, on va être quand même dépendant de ces types de technologies. D'ailleurs, c'est aussi des arguments de négociation énormes dans les rapports de force. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que le rapport Draghi a identifié les investissements qui seraient nécessaires pour combler en partie nos déficits d'innovation. Et donc on sait à peu près là où il faudrait mettre le paquet. Maintenant, c'est comment on fait pour le réaliser politiquement au niveau européen. Et c'est vrai qu'après, je suis complètement d'accord, la cohérence, elle n'existe pas forcément. Après, peut-être que l'IA, je pense que l'IA, elle pose des problèmes parce qu'on l'utilise pour des choses qui ne servent pas à grand-chose. Mais l'IA, elle peut vous optimiser aussi votre consommation d'énergie. C'est aussi quelque chose qui peut être assez efficace. Le problème, c'est qu'on l'utilise pour aller chercher un restaurant, quoi. Bien. Merci, Monsieur Plane, pour cette conférence. Merci.